mettre les coraux. Et petit huilateye. Comme à l'accoutumée. Nana yao. Somos de nouveau de sortir. Taratu arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon, moussaillon, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission où s'entendent les cultures des Outre-mer. Et l'oreille écoute cette semaine la parole de Marie Scondé, la très grande écrivaine guadeloupéenne qui s'est éteinte le 2 avril 2024 à l'âge de 90 ans. Une parole qui résonnait dans ses romans et dans ses pièces de théâtre, parlant tout à la fois d'identité, d'esclavage, de racisme, de colonisation, de la femme, de l'homme, d'amour, de la vie. Une parole que le journaliste Dominique Roderer a recueillie régulièrement dans l'émission Paris-sur-Mer qu'il nous proposait sur RFO, puis sur la première. Hommage à une grande dame dont la parole nous manquera. Voyage chronologique entre 1997 et 2014, au fil des sentiments, des idées, de la sincérité et du franc-parler de Marie Scondé. Nous allons l'entendre, et pour commencer, c'était il y a plus de 25 ans, nous sommes en juin 1997. Bonjour, des femmes et des livres, Outre-mer, la littérature est peut-être plus que nulle part ailleurs. Un mot du genre féminin, les Césaire, Chamoiseau, Confiant ou autres Axel Gauvin ne font oublier ni Gisèle Pineau, ni Marie Scondé. C'est cette dernière, Marie Scondé, qui est aujourd'hui l'invitée de Paris-sur-Mer à l'occasion de la parution de ses deux derniers livres, un roman, Desiderata, et un recueil de nouvelles, Pays mêlés. Marie Scondé, bonjour. Bonjour. Alors à entendre Dewe Gorodé, je me demande si nous avons eu raison finalement de faire des femmes écrivains d'outre-mer une catégorie en soi. Autrement dit, est-ce qu'il y a beaucoup en commun entre la terrienne Gorodé, bien attachée à la culture des ignames et des tarots de Poney-Riouin, sa région d'origine, et vous, l'intellectuel universaliste qui peut puiser ses sources d'inspiration aussi bien dans votre Guadeloupe natale que dans l'Afrique matrimoniale ou qu'aux États-Unis où vous vivez maintenant? Enfin, je crois que c'est toujours dangereux de faire des catégories comme ça. Je pense que les femmes écrivaines sont aussi diverses que les hommes écrivains et qu'on n'a jamais eu l'idée de mettre dans le même sac, pour ainsi dire, Césaire et puis Modiano et puis etc., etc. Donc je crois qu'il y a une facilité à vouloir penser que les femmes écrivaines disent la même chose, ont des ressemblances dans l'écriture, dans la thématique, dans la narrativité. Je pense que nous sommes absolument différentes les unes des autres. On ne peut pas toujours en référer au sexe auquel nous appartenons, ni même, c'est ce que j'essaie de dire, à l'ethnicité à laquelle nous appartenons. Le fait que nous soyons femmes et noires ne fait pas que nous ayons une sorte de discours univoque. Alors j'en reviens à Dewe Gorodé. Comme vous, elle militait dans les années 70 chez les indépendantistes de son pays, au sens géographique du terme, mais elle fait toujours partie de ce courant, tandis que vous semblez plutôt désabusé de ce côté. Je vous cite, j'ai lu une interview de vous où vous disiez « Depuis Maastricht, les indépendantistes comme moi ont l'air de losers. Aujourd'hui, je fais comme tout le monde, je me reconvertis dans l'individualisme, la fuite... » Et puis vous rectifiez vous-même, la réussite individuelle. Alors pour vous, les grands idéaux collectifs, c'était un leurre et ils ont tous vécu finalement ? Enfin, évidemment, l'interview que vous citez est mon cœur. C'est une façon de dire que, la génération à laquelle j'appartiens, collectivement, n'apparaît ici, puisque nous nous retrouvons en 97 avec une Guadeloupe encore département français d'outre-mer, une Martinique aussi, une Guyane également, et que finalement, nous qui avions rêvé d'avoir un jour un drapeau, un passeport, des éléments de souveraineté, nous n'avons rien du tout. Et que la plupart, dans leur ensemble, les Guadeloupéens, quand on leur demande comment ils voient leur avenir, le voient évidemment lié à ce traité célèbre de Maastricht. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut démissionner. Je crois que dans une situation qui est apparemment désespérée, comme la situation antillaise, il faut continuer à dire non. Il faut continuer à dire nous sommes différents, nous ne sommes pas français, nous appartenons à une histoire différente, à une expérience différente. Il faut essayer, ce qui est finalement mon rôle premier, de dire cela dans des livres qui parlent peut-être à un grand nombre et qui expriment une forme de combat qui peut-être n'est pas militante comme celle à laquelle j'avais rêvé, mais qui quand même est importante.
On va parler de votre dernier roman, à vous, Maryse Condé, Désirada. Comme son nom l'indique, ça se passe dans l'archipel guadeloupéen, la Désirade, et puis aussi en région parisienne. Vous vivez aux États-Unis. Est-ce que cet éloignement géographique vous aide à mieux filtrer ce qu'il pourrait y avoir de marquant dans le décor et d'essentiel dans les mentalités collectives guadeloupéennes ou parisiennes? Est-ce que c'est bon de ne plus être justement dans les lieux où on enracine son action? De toute façon, je n'aurais jamais écrit ce livre en résidant à la Désirade d'un petit hôtel où j'aurais pris un pied-à-terre pour 6 mois ou 2 ans. Je n'aurais jamais pu écrire ce livre que loin de la source d'inspiration. Donc, par conséquent, je ne crois pas que ce soit important de savoir si je vis là ou si je vis ailleurs, ou si je rentre là ou si je rentre ailleurs. Je crois que c'est aussi quand même une erreur de demander à un romancier d'être une sorte de photographe de la réalité. Non, mais ce que je voulais dire, c'est précisément le contraire. Est-ce que vous avez besoin de l'éloignement pour mieux écrire? Je ne crois pas. Je pense que j'écrirais si j'étais là, aussi bien qu'en étant loin. Le problème du rapport à la réalité ne se pose pas de façon aussi évidente. Les intellectuels antillais, en particulier, ont parfois, justement, vis-à-vis de leur propre terroir, de leur propre terre, un culte quasi mystique. Est-ce que on ne vous en veut pas? Est-ce que ça ne vous a pas été dit par les uns ou par les autres de votre expatriation qui rimerait avec une forme d'abandon? Oui, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur. Je ne suis pas la seule. Par exemple, si on parle des États-Unis, Édouard Glissant aussi enseigne et vit à New York. Je crois qu'il ne faut pas tellement s'inquiéter de ce que les gens peuvent dire pour vous définir. Les critères par lesquels on se définit, les critères qui comptent pour un individu ne sont certainement pas le jugement des autres. Maryse Condé, année 2008. 2 femmes, 2 couleurs, 2 statuts sociaux et un même secret, c'est la trame de La faute à la vie, lue dans le cadre du théâtre d'Outre-mer en Avignon. Bonjour Maryse Condé. Bonjour. Écrit-on différemment pour être lu ou entendu? Oui, je crois que c'est assez différent. Quand on écrit pour être lu, bien sûr, il y a une part auditive. Ça veut dire qu'on lit son texte et on essaie de voir si on a bien choisi les mots, les expressions, les images. Mais quand même, pour le théâtre, on a le souci d'un dialogue. Il faut que dans le dialogue, il y a à la fois de l'humour, de la tendresse, de la cruauté, tout ce qu'on a le temps de développer dans un roman. C'est plus concis, plus bref, plus rapide dans une pièce de théâtre. Évidemment, le travail pour l'écrivain est totalement différent. Alors, autre chose, écrit-on différemment quand on écrit sur commande, puisqu'il s'agit d'une commande avec cette pièce? Oui, mais la commande, ça veut dire quoi? C'est 2 femmes, 2 actrices, surtout Firmine, que je connais depuis 20 ans ou davantage, que j'aime beaucoup. Donc, c'est pas un travail obligé. Quand on dit commande, on a l'impression que le travail est forcé, imposé et qu'il n'y a pas de plaisir. Oui, et que là, vous n'avez plus votre liberté d'écrivain, oui, finalement. Tandis que là, ces 2 femmes que j'aime qui me disent « fais un texte pour nous », je crois qu'au contraire, l'imagination, la sensibilité, l'esprit de moquerie peut s'exercer en toute liberté. Donc c'est une commande agréable. Premier extrait de La faute à la vie qui met en présence 2 femmes, toutes les 2 descendantes d'immigrés, italiennes pour l'une, antillaises pour l'autre. Nous les Italiens, nous sommes partis par train, par bateau, à pied, un baluchon sur l'épaule. Nous avons couvert la terre de nos hommes et de nos femmes. Partout on s'est moqué de nous. On nous a insultés dans toutes les langues. Rital, macaroni, waps. Enfin, tu ne peux pas comparer le traitement que les Italiens ont reçu avec celui des Antillais ou des Africains. Les Italiens sont des Blancs. On ne les met pas dans le même sac que ceux qui ont la peau noire. Qu'est-ce que la couleur de la peau vient chercher là-dedans? Un émigré est un émigré. La couleur de la peau change tout. Tu as entendu parler du racisme. De quel point de vue êtes-vous la plus proche, Maryse Condé, de l'italienne qui dit que la couleur de la peau n'a aucune importance, ou bien de l'antillaise qui dit qu'il n'y a pas de préjugé supérieur à celui-là? C'est plutôt l'écho
d'une sorte de discussion que j'ai souvent avec des amis d'origine étrangère qui sont fixés en France ou aux États-Unis. Pour moi, la couleur de la peau change tout. Les amis me disent pas du tout, un immigré c'est pareil, qu'il soit blanc ou noir ou jaune, il perd tout, il survit à un exil extraordinaire et toujours j'ai le même embarras, la même confusion. Je ne sais pas si dans le fond c'est pas vrai. Peut-être que je suis obnubilée par la couleur parce qu'évidemment j'ai l'impression que pour un immigré noir, la situation est encore plus douloureuse et plus délicate à résoudre. Mais dans le fond, j'avoue que je ne sais pas très bien. Alors Maryse Condé, je me pose des questions. Soyons directs. Le fait d'être une femme noire, est-il un poids pour vous? C'est-à-dire pas du tout pour une femme comme moi. Parce que vous êtes connue, reconnue. Oui, un écrivain, une femme qui enseigne à Columbia. Est-ce que c'est un poids dans la rue? Peut-être dans la rue pour quelqu'un qui est inconnu. Mais pour une femme comme moi, je crois que la couleur, c'est un plus. On a envie de savoir ce qu'une femme noire de mon niveau, de mon calibre, a envie de dire. Qu'est-ce qu'elle a caché dans sa tête, dans son cœur. On est curieux de la connaître. C'est pas du tout un handicap, c'est au contraire, comme je le disais, un plus. Et à l'inverse, justement, est-ce que finalement votre identité attaquée de femme noire, est-ce que c'est pas le ferment de votre création littéraire? Oui, mais j'ai beaucoup évolué sur le problème de l'identité. Je n'y crois plus tellement. L'identité, j'aime à le répéter, c'est une histoire personnelle. Ça dépend de mon vécu, de mon histoire, de mon rapport à moi-même et aux autres. Et finalement, l'expérience de Maryse Condé n'a rien à voir avec les autres. Donc finalement, parler de l'identité ne peut se faire qu'en d'une manière terriblement subjective. Et ce que je dis pour moi, est valable pour moi, n'est pas du tout valable pour les autres. Dans La faute à la vie, on entend écrire ce n'est pas vivre, c'est même tout le contraire. Est-ce que pour vous, ça a été une façon de se protéger, justement? Je parlais des attaques de la vie. Je crois que si je n'avais pas écrit, je serais une femme absolument meurtrie, blessée, peut-être même détruite. Parce que sans vouloir dramatiser, tomber dans le mélo, j'ai été victime de tellement d'attaques venant de partout, et surtout des miens, de mes compatriotes, que s'il n'y avait pas eu toujours l'écriture pour me préserver, pour exprimer ce que on ne voulait pas que je dise, je pense que sans l'écriture, je serais quelqu'un de totalement différent. Si je résume, Maryse Condé, la vie a été coupable de méchanceté vis-à-vis de vous, et de quoi avez-vous été coupable vis-à-vis de la vie? Je pense que mon grand défaut, comme celui de Simone dans la pièce, c'est peut-être trop de confiance en moi, un peu d'arrogance, l'impression qu'il suffit de vouloir et de penser fortement à quelque chose pour y arriver. Je me suis jamais tellement préoccupée de l'opinion des autres. J'ai jamais tellement fait de concessions aux autres. On vous taxe de complexe de supériorité, Maryse Condé? Oui, peut-être. Oui, je crois. Maryse Condé, année 2009. Bonjour, Maryse Condé a été la première présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage. Avec elle, nous allons discuter de la nécessité et de l'esprit des commémorations du 10 mai. Avec la femme de lettres, nous parlerons de littérature jeunesse. Maryse Condé sort en effet chez Sepia une version allongée de son Savannah Blues. Avec l'ancienne universitaire à New York, nous reviendrons sur la première centaine de jours de Barack Obama à la Maison-Blanche. Enfin, avec l'intellectuelle et ex-indépendantiste guadeloupéenne, nous chercherons à comprendre la crise aux Antilles et au-delà, le malaise ou pas, dans l'ensemble de l'outre-mer. La première version courte était sortie dans la revue Je bouquine. Maryse Condé l'a complétée pour une sortie livre et Tessa Groman a lu Savannah Blues. Zora a 13 ans et demi, mais elle en paraît plus. C'est pourquoi elle décide de mentir sur son âge pour obtenir un emploi au McDo de sa ville qu'elle n'aura pas. En revanche, son entretien d'embauche aboutira à la visite d'une assistante sociale qui découvre la misère de Zora et de ses 3 petits frères et sœurs, sales, affamés et livrés à eux-mêmes dans une maison délabrée d'une petite ville du sud des États-Unis. L'histoire de Zora est celle des laissés pour compte de l'Amérique moderne. Les Noirs, comme la famille de Zora, mais pas seulement.
Dans ce court et sombre récit, chacun vit pour soi. La vieille métisse parvenue qui traite ses voisins noirs comme des domestiques, la réfugiée cubaine qui veut juste gagner sa vie, les commerçants indiens qui ne cherchent pas à comprendre la peine de Zora. Il y a de l'espoir tout de même dans ce roman. La mère, gravement malade, est sauvée grâce à l'intervention des services sociaux et l'amour de Zora pour sa famille résiste à tout. Bonjour Maryse Condé. Oui, bonjour. Alors ce livre se termine sur une happy end, sur une fin heureuse. C'est parce qu'il faut toujours donner de l'espoir aux enfants? Non, pas simplement. Je crois que dans le fond de la tristesse, il y a toujours un peu de bonheur. Je crois que Zora, après avoir longtemps cherché comment améliorer sa vie, comment trouver les moyens de rendre la situation moins sombre, arrive à un peu de bonheur. Et je crois le père aussi. Le père a beaucoup galéré, comme on dit au Canada. Il revient chez lui désespéré et finalement peut-être qu'il a l'espoir d'une vie meilleure. Et la morale, Maryse Condé, c'est que le bonheur est familial, le bonheur est justement dans cette cellule-là? Le bonheur est quand même chez soi. On a tendance, quand on parle d'immigration, à poser la question, qu'est-ce que les immigrés apportent au pays qui les reçoit? Et on dit, ils apportent beaucoup. D'accord. Mais les immigrés, en quittant leur pays, ils perdent énormément de choses. Ils souffrent énormément. S'ils partent, c'est parce qu'ils souffrent. Et je voulais simplement mettre l'accent sur le fait que si tout le monde pouvait rester chez soi, avec sa famille, avec ses amis, dans un environnement familier, ce serait peut-être un bonheur plus grand. Vous ne croyez pas aux ailleurs meilleurs? Oui, il peut être meilleur. Moi, par exemple, j'ai beaucoup voyagé. Je ne vis pas uniquement en Paris. Je vis à New York. Mais ce sont des départs volontaires. J'ai voulu partir. J'ai cherché à aller ailleurs. Mais quand partir et un besoin de survie, une recherche simplement de survie, je crois que ça s'accompagne de beaucoup de douleur. Alors justement, vous avez beaucoup écrit sur les lieux dans lesquels vous avez vécu, que ce soit sur l'Afrique, sur la Guadeloupe, évidemment, sur les États-Unis, on le voit là avec Savannah Blues. J'ai pas le sentiment que vous ayez tellement écrit sur l'Hexagone. Il ne vous inspire pas? J'avouerai franchement que non. J'ai pas du tout envie d'écrire un roman sur Paris. Pourquoi? Je crois que le rapport que j'ai à Paris n'est pas ce type de rapport. C'est toujours un endroit où j'ai attendu d'aller ailleurs. C'est jamais un endroit où je suis restée planter des racines, m'installer. Donc je crois que ce côté un peu éphémère, en transit ici, finalement. Toujours en transit. Alors, ça n'inspire pas la littérature. Jusqu'à quand, Maryse Condé? Et jusqu'où le passé peut-il prédéterminer le présent? Oui, je pense que on exagère un peu l'influence et le souvenir et le poids de l'esclavage aujourd'hui. Je pense que dans une large mesure, les gens sont plus ou moins libérés. Mais les défauts dont nous souffrons ont besoin d'être expliqués. Il est très commode de trouver comme explication l'esclavage. Il faudrait, je crois, aller plus loin, plus profond, essayer de voir si la formation des sociétés, le système de plantation, l'oppression coloniale, la dépendance économique dans laquelle nous vivons jusqu'à maintenant ne sont pas de facteurs encore plus importants que des traumatismes du passé esclavagiste. Maryse Condé, année 2012. Bonjour, dans son dernier livre, La vie sans phare, du verbe farder, Maryse Condé pratique une forme de striptease littéraire, fidèle au souci de vérité qui dicte sa conduite. Elle dévoile tout sur les 40 premières années de sa vie, parle des hommes qui ont croisé sa route, de la difficulté de rester une femme libre en étant la mère de 4 enfants, de la Guadeloupe où elle a vécu une jeunesse hors sol, de ses années africaines bien loin du rêve qu'elle s'en faisait. Maryse Condé est l'invitée de ce Paris-sur-Mer qui a pris le large à Ouessant.
L'ambition de Maryse Condé dans La vie sans phare, c'est d'oublier le stylo de bois, autrement dit d'écrire vrai, de se raconter au plus près de ce qu'elle a vécu, même quand ça fait mal. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant de mettre en regard de cet autoportrait dégrimé un portrait plus officiel, reconstitué à partir de différentes sources par Gladys Say. Maryse Condé est née en Guadeloupe. Après ses études de lettres à Paris, débute son aventure africaine. Côte d'Ivoire, Guinée, Ghana, Sénégal, pays d'adoption, terre d'inspiration. Son roman Ségou lancera sa carrière de romancière. Depuis, romans, récits, essais, nouvelles se succèdent, tout comme les distinctions. Prix littéraire de la femme, prix Yourcenar, première femme à recevoir le prix Peterboth aux États-Unis, dernier pays d'adoption qui couronne l'ensemble de son œuvre. Une œuvre habitée par l'Afrique, la créolité, l'identité noire. L'écrivain est aussi femme engagée, compagne de route des indépendantistes, première présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage. Maryse Condé, l'insulaire, a toute sa vie porté l'universalité dans ses combats. Bonjour Maryse Condé. Bonjour. Dans un portrait, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Oui. Ça dépend un peu. Le portrait que je viens d'entendre me paraît totalement fabriqué. Pas de vie, pas de vérité, beaucoup d'images construites une fois pour toutes. Et finalement, c'est ça que j'ai voulu détruire dans La vie sans phare. Alors, une autobiographie par rapport à une biographie, c'est précisément le moment où le verbe se fait chair. Une autobiographie permet de dire des choses que personne n'avait dit auparavant. Il le dira après. J'avais une image de Maryse Condé, la militante pure et dure, qui aime l'Afrique, qui est toujours à côté des grandes causes, qui finalement est fausse. Maryse Condé, c'est une femme qui, pendant toute sa vie, s'est cherchée à comprendre le monde, elle-même, bien sûr, et qui peut-être n'a pas toujours réussi. Et quelle est la différence entre Maryse Condé et Maryse Boucolon? C'est donc votre nom d'origine, votre nom de jeune fille, comme on dit. Est-ce que Maryse Condé, le personnage, vous en parlez à la troisième personne d'ailleurs, comme si c'était pas tout à fait vous. En quoi vous la reconnaissez? En quoi est-ce qu'elle vous échappe un peu? Maryse Boucolon était une enfant, une jeune fille extrêmement gâtée, qui avait en principe tout devant elle, tous les succès intellectuels, sentimentaux, et qui en fait ne devait pas connaître l'échec. Maryse Condé est une femme qui, au contraire, a beaucoup souffert et qui est devenue ce qu'elle est, un écrivain épris de liberté, épris de vérité, au prix d'un effort considérable. Est-ce que c'est vous, Maryse Condé? Est-ce que c'est votre vous intime? Est-ce que c'est votre vous profond? Ou est-ce que c'est la femme image, votre représentation vis-à-vis des autres? Je crois que Maryse Condé de La vie sans phare est la vraie, mon image. Non, Maryse telle qu'elle a, aussi près que je peux dire que j'ai vécu, que j'ai ressenti, que j'ai imaginé. J'ai voulu casser l'image, changer l'image et aller au plus près du réel. L'Afrique, c'est d'abord une fuite de Paris où tout va mal à ce moment-là pour vous? Je crois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai laissé dire sur le choix de l'Afrique au départ. J'ai toujours voulu qu'on pense que c'était un choix politique, alors qu'en fait, le choix était beaucoup plus complexe. Peut-être que je me fuyais, peut-être que je fuyais les souffrances que j'avais connues en France et par un Antillais, et que peut-être le départ était moins noble que je n'ai voulu le dire après. Maryse Condé, vous avez présidé le comité pour la mémoire de l'esclavage, une mémoire que l'on cultivait pourtant peu dans votre famille de grands nègres, c'est ce que vous dites, les Boucolons. Vous voyez ça comme une ironie de votre histoire personnelle d'avoir hérité de cette présidence? Je pense que si j'ai accepté, c'est que je voulais justement changer. Je voulais me venger d'un silence
que je trouvais coupable de mes parents. Et maintenant faire œuvre commune avec le plus grand nombre. En étant privé du créole par vos parents qui ne voulaient pas que vous le parliez, est-ce que vous étiez amputé justement d'une partie de Guadeloupe? Oui, mais il y a une phrase que je dis tout le temps. Je ne écris pas en français, je n'écris pas en créole, j'écris en mariscondé. Je veux dire que faire du créole, le fer de lance, le fondement de notre identité antillaise m'a toujours paru très surfait. Il y a beaucoup d'autres éléments qui font que on se sent, on est guadeloupéen ou martiniquais, on n'a pas forcément besoin de parler créole pour cela. Je d'après créole, mon premier mari était guinéen, le deuxième est anglais, je vis à New York, je ne parle jamais créole et pourtant, je me considère profondément à 100% guadeloupéenne. Maryse Condé, année 2014. Bonjour, La vie sans phare, titre de son autobiographie en 2012. Maryse Condé la voit désormais depuis le miroir sans teint, des gradins, dans le reflet théâtral qu'en donne la metteur en scène Eva Doumbia, cette fois-ci à la chapelle du Verbe incarné, pour le festival Off d'Avignon. Elle l'entend dans la voix d'une autre, l'actrice Astrid Bahia, qui interprète son rôle sur les planches. Invitée de cette émission, la romancière Maryse Condé et son double Astrid Bahia. Nous avions parlé en avant-première du contenu très inattendu de La vie sans phare au Salon du Livre Insulaire de Ouessant en 2012, acte 2, avec sa version scénique. Bonjour Maryse Condé, Astrid Bahia. Bonjour. Votre vie peut-elle rester sans phare au théâtre, Maryse Condé, le théâtre étant l'art de grimer, de se farder précisément? Non, j'ai trouvé qu'elle était plus brutale et plus cru au théâtre qu'en écrivant. Quand on écrit, même si on doit être lu par des centaines, peut-être même des milliers de lecteurs, on a avec eux une sorte d'intimité. On leur glisse des vérités à l'oreille. On attend d'eux de la sympathie et de la compréhension. Au théâtre, c'est différent. On ne sait pas ce qu'on va provoquer. Est-ce que des gens vont aimer? Est-ce que des gens vont haïr? Donc, il y a un rapport différent que crée le théâtre. Autrement dit, quand Astrid Bahia joue votre propre personnage, Maryse Condé, elle vous choque? Un petit peu. Je découvre une Maryse Condé que peut-être je ne connaissais pas, qui fait des choses bien ou mal, et que peut-être j'ai envie de juger. Alors que quand j'écris, je ne me juge pas. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, Astrid Bahia, de jouer Maryse Condé ou d'être en ce moment assise en face d'elle en sachant que vous allez parler d'elle? Oh non, je dirais que le plus difficile ou le plus éprouvant, en tout cas, c'est plutôt de l'interpréter. Parce que elle est encore vivante et justement il y a son regard qui est encore présent. Donc non, lorsque nous sommes assises ensemble, elle est tellement agréable et douce que non. Est-ce qu'elle vous impressionne? Alors au début, oui, elle m'impressionnait beaucoup. Maintenant, l'admiration est toujours là, mais c'est moins, je me sens plus libre avec elle et plus à ma place aussi. Face à l'icône que vous commencez à être, Maryse Condé, il n'y avait que vous qui puissiez être iconoclaste. Vous aviez besoin de briser le miroir pour vous regarder dans la glace? Oui, ce mot d'icône, c'est un des mots que je déteste le plus. Je ne veux pas être une icône. Je suis une femme, une vieille femme, une amie, une grand-mère, une mère, mais je ne veux pas être une icône. Donc finalement, La vie sans phare a été un peu une entreprise de démolition des mythes et des clichés qui circulaient à mon sujet. Je crois que je reste je, mais complexe, pluriel, varié, changeant d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Mais je crois que
je reste quand même, je pense, rester un individu, une entité qui regarde le monde et le reste des humains autour d'elle. Je crois que je demeure. Maryse Condé, 1934-2024.